Vous étiez une quarantaine à partager avec nous ces premières nuits de la lecture à la bibliothèque de l'Uni. Cette année, au vu des contraintes sanitaires, nous avons imaginé cette formule vidéo. Mais nous sommes bien novices dans cette entreprise cinématographique pour relire le monde, thème des Nuits de la lecture 2021. Alors, malgré tous nos efforts, le résultat pourrait vous surprendre. Et nous comptons naturellement sur votre bienveillance. En attendant, nous y avons pris beaucoup de plaisir, mêlé à une bonne dose de stress. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce projet, chacun selon ses talents. Et maintenant, bon voyage! Une seule poignée de main et déjà, tu fais le lien avec le monde. Je suis née dans la classe ouvrière. C'est par cette première phrase, courte et franche, que Jack London entame son récit « Ce que la vie signifie pour moi ». Un texte dans lequel il analyse comment, parti du plus bas de la société, il a réussi par ambition, par enthousiasme, par idéal, à se hisser, sinon au sommet, en tout cas, à fréquenter du beau linge, à connaître le grand monde. Je suis moi aussi née dans la classe ouvrière. Mais s'il y a bien une idée qui ne m'a jamais traversé l'esprit, c'est d'échapper à ma classe, de m'élever dans une prétendue classe supérieure, dans les hautes sphères de la société où régnerait beauté, intelligence, noblesse. Et ce, pour une simple raison. À mes yeux, la seule classe supérieure, c'est précisément la classe ouvrière. Aucune autre ne peut rivaliser avec elle. Une classe appelée, selon Marx, à transformer le monde. Qu'y aurait-il de plus grand qu'une telle ambition? Quel destin serait plus enviable? Appartenir à la classe ouvrière, c'est appartenir à une aristocratie dont le titre de noblesse est de servir le bien commun. C'est se sentir porté par l'histoire des luttes. C'est attiser la mémoire toujours vive de ces combats faits de courage et d'abnégation. Appartenir à la classe ouvrière, c'est transformer le monde. Transformer le monde. Lire, écrire, filmer, aimer, rouler. Voilà ce que la vie signifie pour moi. Extrait de Quartier de noblesse, écrit par Gérard Mordillat, et texte lu presque spécialement pour Annie Dubost de la bibliothèque de l'Uni. Une neige épaisse, mon chien qui creuse. Allez, cherche ta vie. La tête à l'envers. Je rêve souvent de toi. Je voudrais tellement te voir, te toucher, te sentir. Immensité glacée, si grande, si blanche, si loin et si fragile. Ce soir, pour te découvrir, rien de mieux que la lecture. Un jour, il n'y aura plus de pôle Nord, plus de pôle Sud. On aura perdu la boussole. Il n'y aura plus d'ours polaires, sauf dans les salles de spectacle. On déguisera les ours bruns avec du talc. Elles chanteront dans les micros. L'heureux temps où sur la banquise leurs frères polaires glissaient librement sur les glaces. Il neige depuis 8 jours. Sous la couette en polaire, de l'épaule nord à l'épaule sud, dans des odeurs de poivre et sel, on s'échange des esquimaux et des histoires des 1000 Inuits qui feraient rougir une banquise.
La petite brune de la taïga et le grand blanc de la toundra font connaissance, brisent la glace. Ils dansent. Et l'année prochaine, peut-être on verra les petites têtes d'adorables bébés bicolores, ou bien alors des oursons zèbres. Demain du soleil pour éclairer nos vies, pareil au soleil, du miel et des amis, et à tire-d'aile pour les faire nos envies, des idées nouvelles, la guerre comme ennemie, façon différente, changer notre attitude, plus de tolérance, chasser nos certitudes, ensemble s'engager, à aider tous les hommes, et puis partager, c'est pas bon pour la pomme. Que dit l'ours blanc? L'ours blanc dit petit fou, petit bout. Ah, je te vois, retire le bandeau. Que dit le phoque? Le phoque dit petit fou, petit bout, soulève mes lunettes et touche à tout, cache à trou, par-dessus, par-dessous. Qu'est-ce qu'on voit? Mets tes doigts dans les Qu'est-ce qu'il dit le pingouin? Il dit petit fou, petit bout, écarte mes pattes et touche à tout, cache à trou, par-dessus, par-dessous, mets tes doigts dans les petits trous. Ah, attention les trous, tu mets, il fait coucou. Et t'as pas mis les doigts dedans? Là et ici. Ouais. Voilà, on le cache. Que dit le morse? Le morse dit petit fou, petit bout, ôte mes lunettes et touche à tout, cache à trou, mets tes doigts dans mes petits trous. Oh, quel soleil! Ah bah oui, il a enlevé ses lunettes. T'as vu, Armand? Oui. Que dit le lynx? Le lynx dit petit fou, petit bout, touche à tout, cache à trou, mets tes doigts dans mes petits trous. Salut! Tu fais salut, Armand? Salut! Oui. Et la petite fille, voici ce qu'elle dit. Touche à tout, pas cache à trou. Non, 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 pas du tout. Ce sont mes yeux. Fais coucou, la fille. Coucou. Et fin de l'histoire. Pour découvrir le monde, et devenir enfant, entrer le monde, jouer aux gagnants et former une équipe. Tous les enfants seraient en fantastique. Tous les enfants seraient en fantastique. Tous les enfants seraient en fantastique. La chouette chevêche est le symbole de la sagesse dans le monde antique. Elle est liée à la déesse grecque Athéna, à laquelle Homère attache déjà l'épithète d'Églocopis, ce qui veut dire aux yeux de chevêche. Peut-être pour sa perspicacité dans les ténèbres de la nuit pour l'oiseau et de l'ignorance pour la déesse. Quelques strophes du magnifique poème de Paul Éluard, Pouvoir tout dire, que je dédie à vous tous, porteurs d'espérance et de bienveillance. Le tout est de tout dire, et je manque de mots, et je manque de temps, et je manque d'audace. Tout dire. Je veux montrer la foule et chaque homme en détail, avec ce qui l'anime et qui le désespère. Et sous ces saisons d'hommes, tout ce qui l'éclaire, son espoir et son sang, son histoire et sa peine. Pourrais-je dire, rien ne vaut la jeunesse, en montrant le sillon de l'âge sur la joue? Rien ne vaut que la suite infinie des reflets, à partir de l'élan des graines et des fleurs? À partir d'un mot franc et des choses réelles, la confiance ira sans idée de retour. Je veux que l'on réponde avant que l'on questionne, et nul ne parlera une langue étrangère. Et nul n'aura envie de piétiner un toit, d'incendier des villes, d'entasser des morts, car j'aurai tous les mots qui servent à construire, et qui feront croire au temps comme à la seule source. Il faudra rire, mais on rira de santé, on rira d'être fraternel à tout moment. On sera bon avec les autres, comme on l'est avec soi-même quand on s'aime d'être aimé. Les frissons délicats feront place à la houle de la joie d'exister plus fraîche que la mer.
Plus rien ne nous fera douter de ce poème que j'écris aujourd'hui pour effacer hier. Un extrait du livre d'Olga Tokarczuk. Le temps du moulin à café. Les gens croient vivre plus intensément que les animaux, les plantes, et à plus forte raison les choses. Les animaux pressentent que leur vie est plus intense que celle des plantes et des choses. Les plantes rêvent qu'elles vivent plus intensément que les choses. Les choses, cependant, durent. Et cette durée relève plus de la vie que quoi que ce soit d'autre. Le moulin à café de Missia avait vu le jour grâce aux mains de quelqu'un. Des mains qui avaient assemblé bois, porcelaine et laiton pour en faire un objet unique. Bois, porcelaine et laiton avaient matérialisé l'idée de moudre. Moudre des grains de café pour les recouvrir d'eau bouillante. Il n'existe personne dont on puisse dire qu'il a inventé le moulin à café. L'acte créateur des humains n'étant que la remémoration de ce qui existe hors du temps, c'est-à-dire depuis toujours. L'homme est incapable de créer à partir de rien. Cette capacité appartient à Dieu. Le moulin à café possède un ventre de porcelaine blanche, un ventre creux, où un petit tiroir de bois récupère le fruit du travail. Le ventre est coiffé d'un chapeau de laiton, surmonté d'une manivelle à embout de bois. Le chapeau est percé d'un orifice fermé par un volet. C'est là qu'on verse les grains de café. Missia, le moulin à café à la main, allait s'asseoir sur le banc devant la maison et elle faisait tourner la manivelle. Le moulin à café n'opposait aucune résistance, à croire qu'il jouait avec la fillette. De son bas, Missia observait le monde et le moulin à café tournait, moulant le vide. Mais un jour, Geneviève y versa une poignée de petits grains noirs et elle ordonna de les moudre. Alors la manivelle ne tourna plus aussi aisément. Tout d'abord, le moulin parut avoir avalé de travers. Puis, lentement, systématiquement, il se mit à l'ouvrage, grinçant et crissant. Fini de jouer. Le travail du moulin était empreint d'un tel sérieux que nul n'aurait à présent osé l'arrêter. Il était redevenu la matérialisation intégrale de l'acte de moudre. Après quoi, une odeur de café fraîchement moulu vint se joindre au moulin à café, à Missia, à l'univers entier. Dans un champ, je ruminais ma tristesse. Une vache m'a souri. Alina de Laurent Godet. Les femmes lèvent la tête et se figent, inquiètes. Elles hésitent, ne sont pas certaines d'avoir bien entendu. Et pourtant, cela recommence. Au loin, vers la montagne Tadma, que l'on ne franchit pas, un bébé pleure. Est-ce qu'elles sentent que quelque chose commence avec ce tout petit cri à peine identifiable, quelque chose qui ne va pas cesser de grandir jusqu'à tout renverser? Petit à petit, les pleurs deviennent plus nettes. Cela ne fait plus aucun doute. Le nourrisson se rapproche. Hommes et femmes convergent vers l'entrée du village pour attendre ce qui vient. Il faut encore de longues minutes pour que le cavalier apparaisse. Sissoko Jimba, le chef du village, appelle ses guerriers.
Il n'y a pas de peur en eux. Ils constatent juste que les dieux leur envoient quelqu'un et qu'il faut faire face à cet événement. Chacun a mis ses habits d'apparat, de longues tuniques aux couleurs vives et à la ceinture, l'épée Takuba, fer sacré des ancêtres. Le vent chaud du désert se lève et fait claquer les étendards du village. Les hommes sont parfaitement immobiles. Le cavalier arrive enfin. Il ne change pas son allure, n'hésite pas, ni ne se presse. À 10 pas de Sissoko Jimba, il s'arrête. Dans le creux de son bras gauche, tout le monde peut maintenant voir distinctement le nourrisson. Il le porte dans ses langes. Et les cris de l'enfant résonnent. Il n'a pas cessé de crier. Puis, lentement, le cavalier passe une jambe au-dessus de la croupe de son cheval et pose pied à terre. Il porte toujours l'enfant. Il fait quelques pas jusqu'à être à mi-chemin entre Sissoko et sa monture et dépose au sol le paquet de linge qui pleure encore. Puis, il remonte sur son cheval et sans attendre de voir ce qu'il se passe, sans dire un mot, lentement, il repart, rebroussant chemin, laissant derrière lui, pour la première fois depuis des jours, des semaines peut-être, les cris de l'enfant qu'il vient d'abandonner. Chez les Jimba, personne ne bouge. L'enfant est posé sur le sol, sous le soleil, et pleure. Il faut attendre que Sissoko prenne une décision. Les hommes restent assis. Le temps passe. Sissoko ne prononce pas un mot. Tous comprennent qu'il a fait le choix de ne pas recevoir l'enfant. Il ne faut prendre le risque d'accepter un enfant dont on sait s'il n'apportera quelque malédiction. Ne pas agir, ne rien faire, rester là, jusqu'à ce que l'enfant s'épuise, sombre dans le sommeil, s'affaiblisse et meure. Le soleil tape fort, cela ne tardera pas. Ce ne sont pas eux qui le tuent, c'est le vent, le soleil, la poussière. Ce sont ceux qui l'ont mis au monde et ne sont plus là pour veiller sur lui. C'est le cavalier qui l'a déposé à leurs pieds. Ce ne sont pas eux. Eux ne font qu'attendre. La sueur coule sur les fronts et les corps sanglés des guerriers. Les enfants, assis près de leur mère, somnolent. Seuls les cris ne faiblissent pas. Ils rentrent dans les têtes, vrillent les crânes. Le nourrisson crie de vivre, d'envie de téter, de satisfaire les torsions d'un ventre vide. Il crie de cet air chaud qui lui déchire les poumons, de cette poussière qu'il a dans les yeux. Les hommes attendent encore. Ils pensent que tout va bientôt finir. Mais le nouveau-né tient. Et finalement, c'est le soleil qui cède le premier. Il commence à décliner. Et c'est comme si le nourrisson l'avait fait plier. Sissoko est surpris, mais reste droit. Si le soleil n'est pas venu à bout de cette vie étrange, posée devant eux, menaçante de périls possibles, les hyènes le feront. Les hyènes viennent effectivement avec les premières lueurs du crépuscule. Elles annoncent leur présence par leurs cris longs, stridents, comme des grincements de dents. Ces cris de bêtes font cesser un temps les pleurs du nourrisson. A-t-il peur? Son silence ne dure pas. Il se remet à pleurer, et ses pleurs guident les hyènes qui s'approchent avec méfiance, découvrant que devant ce petit bout de chair qui les attire par sa faiblesse et sa vulnérabilité, il y a des hommes,
une masse épaisse d'hommes, tout un village assis. Elle couine d'impatience. Hommes et bêtes restent face à face. Et l'enfant pleure toujours. C'est alors que Maman Mbala, n'y tenant plus, se lève. Elle ne demande rien à Sissoko Djimba, traverse la foule, puis sans craindre les bêtes qui se sont levées à son approche, elle saisit le paquet et le love au creux de son bras. Immédiatement, les cris cessent. Maman Mbala dégrafe sa tunique, présente son sein gonflé au nourrisson, qui la tête avec une faim de montagne. Elle voit que le petit corps affamé est celui d'une fille. Cela la fait sourire. Et elle prononce alors ces mots que tous entendent. Par le sel de ces larmes dont tu as couvert la terre, je t'appelle Salina. Deux mots de la même famille sont deux mots qui se ressemblent, comme tortue et torturé. Et quand on lui fait du mal, elle rentre dans sa coquille. Et elle en profite pour... Chut, chut, écouter.